Voici le dernier moment de Harry Belafonte. Avant de mourir, il a murmuré quelques mots qui, selon son entourage, contenaient toute la rage, la douleur, et une vérité que le monde avait trop longtemps ignorée. Ce n'était pas un adieu tendre ou nostalgique. C'était une sorte de cri étouffé. Car derrière le sourire chaleureux du roi du Calypso, derrière l'icône des droits civiques, derrière le chantre d'un monde plus juste, se cachait un homme épuisé par des décennies de lutte, non seulement contre le racisme, mais aussi contre le silence complice de l'industrie du divertissement. Harry Belafonte n'était pas seulement une légende. Il était une anomalie dans un système qui n'acceptait pas qu'un homme noir ait une voix, une vraie voix, en dehors du chant. Son célèbre « Deo, Banana Boat Song » l'a rendu célèbre dans le monde entier, mais peu savaient que cette chanson folklorique était aussi un appel codé à la libération. Et pourtant, alors qu'il remplissait les salles de concert en Europe, captivait les plateaux d'Hollywood et organisait des marches aux côtés de Martin Luther King Jr. Belafonte recevait aussi des lettres de menaces, des avertissements du FBI et pire, l'indifférence de ceux qu'il appelait ses amis blancs du showbiz. Sa fin de vie fut marquée par un aveu amer. Je croyais que la célébrité pouvait racheter l'histoire, mais elle n'a fait que l'embellir. Aujourd'hui, on se souvient de lui comme d'un chanteur joyeux. On oublie qu'il était surveillé, censuré et souvent trahi par ceux qu'il défendait. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les dernières heures d'un homme qui, malgré les apparences, ne s'est jamais vraiment senti libre. Un homme dont la voix, magnifique, poignante, inoubliable, cachait bien plus que des mélodies exotiques. C'est l'histoire de Harry Belafonte. Une fin douce en surface, mais amère dans l'ombre. Underscore 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 Harry Belafonte est né en 1927, dans un Bronx marqué par la pauvreté, la ségrégation sourde et une Amérique qui ne savait toujours pas quoi faire de ses citoyens noirs. Fils d'immigrants jamaïcains, Harry n'était pas seulement un New-Yorkais, il était l'incarnation d'un monde hybride, entre les îles des Caraïbes et l'hostilité urbaine américaine. Cette double identité allait définir toute sa vie et toutes ses batailles. Dans les années 50, alors que l'Amérique célébrait Elvis, Monroe et le rêve blanc, Belafonte imposa sa voix suave et exotique. Mais ce n'est pas la musique qui fascina. D'abord l'industrie, c'est son apparence. Grand, élégant, la peau juste assez claire pour être toléré, Harry devint rapidement une coqueluche des plateaux télévisés. Son succès fut immédiat. L'album Calypso, sorti en 1956, devint le tout premier disque à dépasser le million d'exemplaires vendus. Du jamais vu pour un artiste noir à l'époque. Mais derrière ce conte de fées musicales, une autre histoire s'écrivait. Belafonte ne voulait pas seulement chanter pour divertir, il voulait chanter pour réveiller. Et très tôt, il comprit que l'industrie du spectacle ne voulait pas de ça. L'époque était à la conformité. L'Amérique post-Seconde Guerre mondiale baignait dans une illusion de prospérité et d'unité. Mais dans les rues du Sud, les Noirs étaient encore lynchés, battus. Rejeats. Dans les studios hollywoodiens, les rôles proposés aux acteurs noirs n'étaient que stéréotypes humiliants. Et sur scène, on attendait des artistes afro-américains qu'ils restent à leur place. Mais Harry Belafonte ne savait pas se taire. Il refusa les rôles dégradants, s'opposa publiquement à la guerre du Vietnam, finança discrètement les activistes de la cause noire, et devint l'un des plus proches confidents de Martin Luther King Jr. C'est à ce moment que le véritable drame s'installe. Car à mesure qu'il gagnait en influence politique, sa carrière artistique s'effondrait en silence. Des contrats annulés, des concerts sabotés, des rumeurs lancées dans la presse. Hollywood, qui l'avait adoubé, le réduisait progressivement au silence. Mais Harry n'était pas naïf. Il savait qu'il avait dépassé les limites fixées pour un homme noir dans les années 60. L'Amérique pouvait tolérer un chanteur noir, mais pas un militant noir. Encore moins un militant. Charismatique, écouté et éduqué. Et pourtant, malgré les pertes, malgré les humiliations, Belafonte continua. Il enregistra moins de musique, mais investit son énergie dans les droits civiques. Il parla à l'ONU, au Congrès, et même à des dictateurs africains pour les inciter à la démocratie. Il se brouilla avec de nombreux amis, y compris certains dans la communauté noire, parce qu'il était trop radical, ou pas assez, selon les époques. Ce que cette période révèle, c'est une tension permanente entre deux mondes.
celui du spectacle et celui de la vérité. Harry Belafonte avait choisi la vérité. Et c'est là que commence le vrai cœur de notre récit. Car si l'on ne comprend pas cette fracture, entre l'icône joyeuse du calypso et le révolutionnaire frustré dans l'ombre, on ne peut pas comprendre les dernières années de sa vie. Ce n'était pas seulement la fin d'un artiste. C'était la fin d'une illusion. Le début de la chute ne s'est pas produit sur scène, mais dans un bureau discret du FBI. Le nom de code, Harry Belafonte, activiste potentiellement dangereux. Oui, vous avez bien lu. L'homme qui chantait Deo était classé parmi les éléments à surveiller, au même titre que Malcolm X ou les Black Panthers. Pourquoi? Parce qu'il posait une question que personne n'osait poser à voix haute. Comment peut-on chanter là? Liberté dans un pays où la moitié des citoyens sont enchaînés? C'est dans les années 60 que tout bascule. Alors que Martin Luther King devient la figure de proue du mouvement pour les droits civiques, Harry, lui, devient son bras logistique. Il finance les déplacements, paie les avocats, cache même parfois certains activistes chez lui. Ce n'est pas un soutien de façade. C'est une implication totale. Mais cette proximité avec le pasteur le plus surveillé des États-Unis va attirer sur lui une tempête invisible. Le téléphone de Belafonte est mis sur écoute. Ses déplacements sont suivis. Des producteurs refusent soudainement de travailler avec lui. On lui propose des contrats, à condition qu'il laisse la politique de côté. Mais comment mettre de côté ce qui vous définit? Harry refuse. Et c'est là que les choses deviennent vraiment sombres. Une nuit, après une manifestation pacifique à Selma, il reçoit un appel anonyme. Une voix grave lui dit « Simplement, si vous montez encore une fois sur scène avec King, vous ne chanterez plus jamais. » Il ignore la menace. Mais le prix à payer est immédiat, un concert annulé à Chicago. Puis un autre à Paris. Les radios cessent de passer ses chansons. On le déprogramme sans explication. Les majors, qui avaient autrefois vanté son élégance et sa voix de velours, le qualifient désormais de « trop clivant ». Mais Belafonte tient bon. Il enregistre l'album Belafonte at Carnegie Hall, un chef-d'œuvre live, ignoré par la presse. Il tourne dans des films puissants sur les tensions raciales, comme Ode Against Tomorrow, mais on lui reproche un ton trop militant. Même Sidney Poitier, son ami de toujours, commence à prendre ses distances. Trop risqué. Et puis, en 1968, le coup de grâce. Martin Luther King est assassiné à Memphis. Harry s'effondre. Ce n'est pas seulement la mort d'un ami. C'est l'échec d'un rêve partagé. Le lendemain des funérailles, il prononce une phrase glaçante. L'Amérique a choisi. Et elle n'a pas choisi la paix. Dès lors, Harry disparaît presque de la scène médiatique. Il voyage. Il s'exile parfois. Il revient. Brièvement à Broadway. Mais le cœur n'y est plus. L'homme qui avait fait danser l'Amérique est désormais seul, mélancolique et profondément amer. Les années 80 marquent un bref retour grâce à l'Afrique. Harry devient l'un des artisans du mouvement contre l'apartheid. Il aide à organiser le concert Artists United Against Apartheid et participe à la chanson We Are the World. Mais encore une fois, il est relégué à l'arrière-plan. Le show business, lui, a tourné la page. Il préfère les stars plus jeunes, plus dociles, plus consensuelles. Dans une interview en 1993, on lui demande « Pensez-vous que l'Amérique vous a oublié ?» Il répond, sans colère « Non, elle ne m'a jamais vraiment connu. » Cette phrase résume tout. Harry Belafonte n'a jamais été ce que l'on croyait. Il n'était pas qu'un chanteur à succès. Il était un révolutionnaire en smoking. Un homme qui utilisait la scène non pas pour briller, mais pour résister. Sa carrière fut une ascension fulgurante, suivie d'une descente imposée. Pas parce qu'il a perdu du talent, mais parce qu'il a osé dire la vérité trop tôt, trop fort. Underscore 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 underscore. On se souvient tous de son sourire. Ce sourire inaltérable, charmeur, presque hollywoodien. Mais ce que peu ont vu, c'est ce qu'il dissimulait, une fatigue insondable. Une désillusion. Dans ces dernières années, Harry Belafonte ne chantait presque plus. Pas par manque d'envie, mais par lassitude.
Le militant infatigable des années 60 s'était transformé en vieil homme que l'on écoutait à peine. Dans un monde trop pressé pour se souvenir. Dans une émission télévisée de 2016, lorsqu'on lui demande s'il est optimiste pour l'avenir, il marque une longue pause avant de répondre simplement. Ce pays aime l'idée de la liberté, pas la réalité de la justice. Ces mots, peu relayés à l'époque, sonnent aujourd'hui comme une confession. Une vérité noire. Belafonte avait tout donné. Il avait chanté pour le peuple, financé les luttes, inspiré des générations d'artistes. Et pourtant, à l'heure où son corps commençait à le trahir, il se retrouvait face à une Amérique qui continuait, malgré tout, à tuer des hommes noirs dans les rues. Un rêve inachevé. Mais derrière le militant, il y avait aussi l'homme. Et là aussi, les blessures étaient profondes. Dans son autobiographie My Song, Belafonte raconte ses conflits intimes. Avec sa mère, d'abord, qui le battait lorsqu'il était enfant, incapable de canaliser sa colère contre la société. Avec ses épouses. Ensuite, qu'il aimait sincèrement mais qu'il peinait à comprendre, trop accaparé par ses engagements. Avec ses enfants, enfin, qu'il voyait trop peu. « J'ai sauvé le monde, mais pas ma famille », écrira-t-il un jour, seul, dans un carnet. Plus déchirant encore est son rapport avec l'industrie noire elle-même. Belafonte fut souvent critiqué pour être trop radical, trop moralisateur. Voire hors du temps. Il observa, impuissant, une nouvelle génération d'artistes noirs faire le choix du silence ou de l'argent facile, plutôt que du combat collectif. Il en souffrait. Terriblement. Dans les coulisses d'un gala à Los Angeles, un célèbre rappeur lui aurait dit « Vos combats, c'est le passé. Nous, on fait de l'entertainment. » Ce soir-là, Harry aurait pleuré. Mais au-delà de la douleur, il y avait la rage. Une rage digne, contenue, mais brûlante. Il dénonçait sans relâche l'hypocrisie de l'industrie du divertissement, y compris celle qui se voulait progressiste. Hollywood, disait-il, aime les noirs morts ou muselés, pas les noirs debout et bavards. Et pourtant, il n'a jamais cessé de parler. Même lorsque ses cordes vocales s'affaiblissaient, il montait encore sur scène pour lire des poèmes, témoigner, dénoncer. Même à 90 ans, il dénonçait Trump, les violences policières, la complaisance des élites. Mais ce combat avait un prix. Il mourut isolé, entouré de quelques fidèles, mais loin des plateaux qu'il avait autrefois encensés. Pas de funérailles nationales. Pas de minutes de silence dans les talk-shows. Juste quelques tweets polis. Des articles discrets. Comme si l'on avait peur de rouvrir la blessure qu'il incarnait. Pourtant, dans les heures suivant l'annonce de sa mort, une vague inattendue surgit sur les réseaux. Des milliers de messages, venus de partout. Des jeunes, qui ne connaissaient même pas Banana Boat Song, mais qui partageaient ses discours. Des activistes du monde entier, qui disaient simplement « Merci, tu as tenu bon ». Dans les coulisses de la mémoire collective, une autre vérité se révéla. Harry Belafonte n'avait jamais été oublié. Il avait été volontairement mis de côté. Et maintenant qu'il n'était plus là, sa voix résonnait plus fort que jamais. Un proche dira « Harry ne voulait pas qu'on l'applaudisse. Il voulait qu'on continue. » Et peut-être que c'est cela. Le vrai choc émotionnel. Découvrir que sous la légende dorée, il y avait un homme brisé, mais debout jusqu'au bout. Un homme qui, malgré les blessures, malgré les silences, malgré l'oubli, avait tenu sa promesse, ne jamais se taire. underscore 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 underscore. Parler de Harry Belafonte, ce n'est pas simplement évoquer un chanteur de calypso. C'est plonger dans l'histoire d'un homme qui a incarné, à lui seul, toutes les contradictions de l'Amérique moderne. La chaîne considère Harry Belafonte comme l'un des rares artistes de l'histoire à avoir consciemment sacrifié une carrière florissante pour une cause. Et pas n'importe laquelle. Il aurait pu, comme tant d'autres, capitaliser sur son charme, son exotisme, son statut de star afro-caribéenne adulée. Mais il a choisi la désobéissance. Il a choisi d'être un problème pour ceux qui préfèrent les artistes muets. Ce choix, aussi noble soit-il, n'a jamais été sans conséquence. Et c'est justement ce qui rend son parcours si fascinant. Belafonte, c'est l'exemple parfait du prix à payer lorsque l'on refuse de jouer le jeu des apparences. Il n'a pas voulu être le noir sympathique. Il a voulu être l'homme entier, artiste,
père, militant, témoin. Et pour cela, l'histoire officielle l'a souvent laissé de côté. Notre avis est donc clair. Harry Belafonte est une figure tragique. Et essentielle. Tragique, parce que son message a été marginalisé. Essentielle, parce que sa trajectoire révèle ce que l'industrie culturelle cache trop souvent, que l'engagement réel dérange, que les artistes insoumis ne sont pas rentables, et que les véritables héros ne font pas toujours les unes des magazines. Dans un monde saturé d'images et de storytelling marketing, Belafonte représentait quelque chose de plus ancien, de plus noble. Il ne cherchait pas à être aimé, il cherchait à faire bouger les lignes. Et même s'il n'y est pas toujours parvenu, il a planté des graines qui, aujourd'hui encore, inspirent. Alors, en regardant cette vidéo, une question nous vient naturellement. Où sont les Belafonte d'aujourd'hui? Existe-t-il encore des artistes prêts à perdre leur place pour défendre une vérité? Des figures populaires qui mettent leur notoriété au service d'un idéal, au lieu d'un contrat publicitaire? Ou bien sommes-nous entrés dans une époque où le courage artistique est devenu obsolète? Nous ne prétendons pas avoir la réponse, mais nous vous invitons à y réfléchir. Et surtout, à redécouvrir l'œuvre de Harry Belafonte, avec un œil nouveau, car derrière le folklore, il y avait la révolte. Derrière les sourires, la solitude. Derrière la légende, un homme que l'histoire a tenté de faire taire. Underscore 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 underscore. Il y a des histoires que l'on raconte pour se souvenir, et d'autres que l'on raconte pour ne plus jamais oublier. Celle de Harry Belafonte appartient à la seconde catégorie. Il n'était pas qu'un chanteur. Il n'était pas qu'un acteur. Il était une conscience. À travers ses chansons, il portait la mémoire d'un peuple. À travers ses discours, il éveillait les esprits. Et dans son silence, dans ses pauses, dans ses regards parfois absents, il disait tout ce que les mots ne peuvent exprimer. Le monde l'a souvent résumé à une mélodie tropicale, une voix chaude comme le soleil des Caraïbes. Mais Harry Belafonte était un orage. Un homme qui grondait dans les coulisses d'une Amérique trop blanche, trop sourde, trop lâche. Aujourd'hui encore, ses chansons résonnent. Mais ce n'est pas la joie qui reste. C'est le combat. On entend des hauts, et derrière les chœurs, on sent l'épuisement des dockers, les chaînes invisibles, les cris étouffés dans les bananeraies. On regarde ses interviews, et on découvre un homme qui avait vu l'avenir, et qui en avait peur. Il aurait pu se contenter d'être une icône pop. Mais il a choisi d'être un symbole. Et les symboles ne meurent jamais. Si vous l'avez connu, souvenez-vous. Si vous le découvrez, écoutez-le. Vraiment. Pas seulement sa voix, mais tout ce qu'il a voulu dire, et que personne n'a voulu entendre. Harry Belafonte est parti. Mais son combat, lui, est resté. Et désormais, vous le savez. Car il y a des vérités que l'on cache. Des histoires que l'on efface. Mais il suffit d'une voix pour les faire revivre.